Brian Koberger est derrière les barreaux à vie, mais il espère changer cela. A-t-il une chance? Eh bien, a-t-il une montagne à gravir? Ce serait comme si j'essayais de grimper le mont Everest pour la première fois sans corde ni oxygène. Et devinez quoi? Koberger a des gens qui le soutiennent et ils lui envoient de l'argent. Je vais vous dire le nom de son plus grand bienfaiteur. Je suis Anjanette Lévy et voici Crime Fix. Brian Koberger purge 4 peines de prison à vie. Et vous pourriez penser qu'après s'être levé devant le tribunal, avoir levé la main droite, juré de dire la vérité et admis avoir assassiné 4 étudiants de l'université de l'Idaho, il irait en prison et qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. C'était l'espoir des familles de Maddie Mogan, Kelly Gonzalez, Ethan Chapin et Xana Kernodle. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Brian Koberger a clairement fait savoir qu'il ne comptait pas disparaître, du moins pas discrètement. Beaucoup de gens à travers le pays pensent que Brian Koberger est coupable. Il a dit lui-même qu'il était coupable. Plus d'un an après avoir été condamné à 4 peines de prison à vie et 10 ans pour cambriolage, Koberger a déposé une requête en révision de condamnation auprès des tribunaux du comté d'Ada. Koberger affirme qu'il a été contraint d'avouer et que de fausses promesses lui ont été faites par son équipe juridique. Il prétend qu'on ne lui a pas parlé des preuves disculpatoires. Une allégation a fait surface qu'Ethan Chapin avait des poils inconnus dans la main, mais on doute qu'il s'agisse vraiment de cheveux. Koberger affirme que ses avocats lui ont dit qu'il serait sûrement condamné à mort et que les conditions au couloir de la mort étaient mauvaises. Koberger a écrit une grave déformation et des promesses concernant ce qu'une peine de prison à vie offrirait immédiatement aux requérants, ainsi qu'une grave déformation du couloir de la mort dans l'Idaho, notamment une histoire détaillée sur l'expérience terrible de l'avocat dans une vraie cellule du couloir de la mort de 8 sur 8. Tout cela aurait été communiqué au requérant et à sa famille, soi-disant par l'administration pénitentiaire de l'Idaho via l'avocat, ce qui constitue ainsi des menaces et des promesses faites pour inciter à un accord de plaider coupable. Brian Koberger est arrivé à l'établissement de haute sécurité de l'Idaho le même jour où il a été condamné, le 23 juillet 2025. Il y est depuis. Il est le détenu numéro 163 214. Il passe ses journées, 23 heures par jour, seul dans sa cellule. Il a déposé des plaintes affirmant que d'autres détenus le harcèlent. Et depuis son arrivée, il a reçu de l'argent de la part de plusieurs personnes. Sa plus grande donatrice, sa mère, Mary Ann Koberger. Koberger a demandé à poursuivre sa requête post-condamnation avec un plan de paiement partiel. Il a joint ses relevés financiers de la prison à la requête. Ces relevés montrent que 6 personnes ont déposé de l'argent sur son compte de cantine Keefe dans la semaine suivant son arrivée en prison. Sa mère a effectué le plus gros dépôt, 300 $. En fait, la mère de Koberger a déposé de l'argent régulièrement. Pendant son premier mois en prison, elle a versé 700 $ sur son compte. Depuis son incarcération, la mère de Brian Koberger a déposé plus de 9 200 $ sur son compte à la cantine. Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Ça en a tout l'air pour moi, mais nous allons en reparler dans un instant. Le reste des dépôts provenaient de ses soutiens. Le total déposé sur le compte de Brian Koberger au cours de l'année écoulée s'élève à 10 812 $. Les dépenses se sont élevées à 10 635,10 $. Son solde, plus tôt ce mois-ci, était de 177,3 $. Maintenant, cela peut ne pas inclure les 20% que l'État prélève pour l'indemnisation des victimes. Que peut acheter Koberger? Selon le site de la prison, les détenus des prisons du département de correction de l'Idaho et des centres de travail communautaires peuvent acheter des produits d'hygiène, de la nourriture, de l'électronique et des vêtements au magasin de la prison. Les produits du magasin proviennent d'un contrat avec Keefe Commissary Network. Chaque établissement peut adapter son menu pour répondre aux besoins de son niveau de détention. Les résidents commandent chaque semaine via leur compte. Les livraisons ont lieu chaque semaine dans chaque établissement. Vous vous demandez peut-être, qu'offre Keefe Commissary? Quels produits? Selon le site du groupe Keefe, il propose divers produits, soins pour la peau et les cheveux, vitamines, déodorants, dentifrices et compléments alimentaires. Il y a aussi des vêtements, jeans, chemises, shorts, survêtements, sous-vêtements, chaussures, bottes, et des appareils, téléviseurs, machines à écrire, lecteurs CD, radio portable, écouteurs, et des ventilateurs. Des snacks sont également disponibles. Alors, pour examiner ces dossiers concernant les finances de Brian Koberger en prison,
Je souhaite faire intervenir le docteur Dwayne Hendricks, ancien directeur de prison fédérale. Il pourra examiner cela avec moi et nous l'expliquer en détail. Merci beaucoup, docteur Hendricks, d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, Angela, Annette. C'est toujours un plaisir. Oui, moi aussi. Parlons-en un peu. J'ai été choquée quand j'ai vu le montant, la somme d'argent qui a été déposée sur le compte de cantine de Brian Koberger depuis son incarcération. C'est maintenant plus de 10 000 $. Et ça, c'est juste pour la première année. NA. Et puis, il en a dépensé la majeure partie. Je veux dire, il ne lui reste que 177 $, d'après les documents que nous voyons. Est-ce que cette somme, plus de 10 000 $, est-ce que c'est beaucoup d'argent à déposer sur l'un de ses comptes en une seule année? Oui, oui et non. Encore une fois, cela dépend du détenu, de sa situation financière avant son incarcération et aussi de la famille, des amis et des soutiens qui sont derrière la personne incarcérée. Donc, je peux vous dire qu'en moyenne, dans le système fédéral, le montant moyen d'argent qu'un détenu peut avoir serait inférieur à 500 $ à tout moment. Et cela inclurait même l'argent qu'il gagne en travaillant dans l'établissement. Et la plupart des détenus gagnent probablement, vous savez, 30, 40 cents de l'heure selon le type de travail qu'ils font. Donc, le dépôt de 10 000 $ pour ce détenu en particulier est assez élevé parce que, comme je l'ai dit, la plupart des détenus, vous savez, ont environ, vous savez, 500 $ sur leur compte à tout moment. Et la raison pour laquelle les détenus essaient de ne pas avoir beaucoup d'argent sur leur compte, c'est parce qu'ils ont des amendes élevées, des réparations et des frais de justice à payer. Parce que plus vous avez d'argent sur votre compte, plus il y aura d'argent qui sera prélevé pour payer ces amendes et ces réparations. Et l'État prélève une part de son argent de cantine au titre des Oui. réparations. Oui, je crois que leur politique prévoit environ 20 à 25%. Et généralement, les détenus établissent un plan de paiement avec leur conseiller ou gestionnaire de dossier pour s'assurer que ces fonds sont prélevés à tout moment. Parce que je peux vous dire que les détenus seraient vraiment contrariés s'ils étaient, disons, qu'un gros versement arrive sur leur compte. Ensuite, ils reviendraient en disant « Hey mec, quelqu'un m'a envoyé, vous savez, 2000 $. Pourquoi avez-vous retiré 2 ou 400 $ de mon compte? C'est parce que vous êtes sur un plan de paiement. Quand ces fonds arrivent, ils sont prélevés. Donc, le calcul sur 10 000. 20 sur 10 000. 10 000, 20, ouais. Oui, 200 $. Donc, c'est quand on fait ce calcul, je suppose que ces 10 000 ne prennent pas ça en compte. Oui, exactement. Et en regardant les dossiers, c'est pas vraiment indiqué où il en est actuellement avec ses frais de justice et amendes qu'il doit payer. Et en plus, j'ai vu la requête où il dit qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour payer parce que maintenant, il ne lui reste plus que 177 sur son compte de cantine. Cela n'inclut même pas ce qui est dépensé pour les appels téléphoniques et les visites vidéo non plus. Donc, il se peut qu'encore plus d'argent soit donné pour. Ce n'est pas seulement de l'argent. Maman fait des dons. Il n'y a pas que sa mère. Et je l'appelle mère parce que c'est ainsi qu'il l'avait enregistré dans son téléphone. Mère et père. Ils étaient les figures centrales de sa vie. Mais il y a d'autres personnes qui font des dons, qui contribuent à sa cantine. Oui, et à cause de la grande médiatisation de cette affaire, et je sais, parfois nous avons un peu de mal à le croire, surtout quelqu'un qui a été condamné pour le meurtre de 4 étudiants universitaires d'une manière très odieuse et violente. Qu'il attirait autant d'attention de la part d'autres personnes que sa famille, ses amis ou ses proches d'avant l'affaire contribueraient réellement à ces fonds. Donc, cela arrive évidemment. Et puis, vous savez, je crois aussi que le département des corrections de l'Idaho surveille également qui verse des fonds sur les comptes individuels des détenus. Parce que parfois, les familles et amis d'autres détenus vont déposer de l'argent sur les comptes d'autres détenus.
Lorsqu'il y a des dettes à recouvrer, que ce soit pour des jeux d'argent ou d'autres activités de type extorsion. Donc, je suis sûr qu'il surveille qui sont ces personnes. Sont simplement des fans? Est-ce qu'ils lui donnent juste de l'argent ou est-ce qu'ils en donnent à d'autres détenus? Parce qu'ils peuvent utiliser ces informations pour essayer de comprendre s'il y a quelque chose de louche lié à ces fonds qui arrivent aux détenus, surtout s'ils alimentent les comptes d'autres détenus dans l'établissement. Et aux dernières nouvelles, c'est qu'il était gardé dans sa cellule 23 heures par jour. Parce que, vous savez, il y a probablement des gens qui veulent lui faire du mal. D'accord. Il a droit à 1 heure dehors dans la cour. C'est chaque jour s'il le souhaite. Et ensuite, il doit être escorté jusqu'à cette zone. Donc on ne sait pas vraiment s'il se mélange avec d'autres détenus, s'il a noué des liens. Aussi, comme à la prison du comté de l'État, il passait ses journées en appel vidéo avec sa mère. C'est probablement un peu des deux ou un mélange de toutes ces choses. Ça dépend de qui est déplacé dans le bloc cellulaire. C'est qui est à côté de lui, qui est en face de lui. Parce que les détenus communiquent entre eux. C'est très intéressant de voir comment ils s'y prennent. Ils s'envoient aussi des choses d'une cellule à l'autre et on appelle ça des lignes de pêche. Ils attachent un mot à quelque chose et quand le personnel n'est pas dans le couloir, ils le font glisser à travers la pièce, à travers le couloir. Et puis les détenus, parfois tu arrives dans l'unité et tu te rends compte que ce gars essaye de faire passer quelque chose à un autre. Et tu attrapes la ligne ou tu attrapes le mot ou tu attrapes peu importe ce qu'ils essayent de communiquer. Ils parlent aussi à travers les bouches d'aération. Donc, tu sais, je sais que d'après tous les rapports, il était très silencieux, tu sais, une personne réservée. Il se liait pas aux autres. Et ça, donc, ce serait intéressant de savoir s'il communique ou s'il a communiqué avec les autres détenus du quartier. Et puis, quand il est escorté, quelqu'un placé en quartier de haute sécurité, il ne serait pas simplement escorté par 2 personnes. Il faudrait généralement 3 personnes pour l'emmener où que ce soit. S'il doit, par exemple, prendre une douche, si la douche n'est pas dans sa cellule, il devrait l'y emmener ou l'emmener à la bibliothèque juridique ou, comme tu l'as dit, l'emmener à l'aire de promenade qui est probablement, tu sais, à moins de 10 ou 15 mètres de l'unité. Il n'ira pas très loin pour sa promenade et c'est très probablement dans une sorte de grande cage où il peut courir et peut-être faire un peu de gymnastique. Mais ce ne serait pas une véritable cour de promenade, parce qu'il y a plusieurs autres détenus qui doivent aussi avoir leur temps de récréation. Brian Koberger a effectivement des soutiens. Et je me demande aussi s'il y a des gens qui envoient de l'argent à sa mère et qu'elle transfère ensuite cet argent vers lui. Apparemment, il y en avait. Il y avait des pages GoFundMe et ou des collectes de fonds en ligne organisées pour donner de l'argent à Brian Koberger. Oui, et ce n'est pas impossible. Il pourrait, vous savez, organiser un financement par des tiers et du crowdfunding pour lui. Comme il essaie potentiellement d'obtenir un procès et de revenir sur son accord de plaidoyer, pour lequel il a dû plaider coupable de ses meurtres. Je suis sûr qu'il va devoir payer des frais juridiques. Et je suis sûr que cet argent n'ira probablement pas directement sur son compte de détenu. Je suis certain que ce financement passera probablement par sa famille ou quelqu'un de proche, ou par le cabinet d'avocats qu'il choisira pour le représenter dans sa tentative d'obtenir un procès et de revenir sur son accord de plaidoyer. Donc, ce n'est certainement pas impossible qu'il y ait un financement participatif en cours via un tiers, via ses parents. Parce que, tu vois, s'il ne venait pas d'une famille aisée, tu vois, alors d'où vient cet argent pour simplement envoyer, tu sais, 10 000 $ pour une année? Je peux te dire, aucun de mes parents ne m'aurait donné 10 000 $ à l'âge de 31, 32 ans. Juste comme ça, tu sais, donc voilà. Ce serait intéressant de voir si, il y a certaines sources qui ont des informations sur l'origine de ce financement. Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Je sais qu'il y a eu des initiatives en ligne il y a quelque temps et il y a un compte. J'ai trouvé récemment une collecte de fonds en ligne qui n'a reçu aucune contribution. Donc c'est assez intéressant. Il paraît qu'il peut acheter plusieurs choses à la cantine Kif. Tu sais, Il y a des fruits de mer, ce qui m'a surprise. Je me suis dit, des fruits de mer?
On pourrait penser que ça tournerait, pourtant il est vegan. On trouve aussi des snacks à la viande, des plats préparés, des biscuits, crackers, ramen, bonbons et des produits au fromage. Il y a de l'électronique qu'on peut acheter, toute une variété d'articles. Est-ce que ces choses-là sont assez chères en prison et est-ce que ça s'accumule vite? C'est très cher en prison et ça s'accumule vite. Et c'est pour ça, tu sais, qu'on regarde les relevés ici. Je veux dire, il dépense plus de 100 dollars à chaque fois qu'il va à la cantine. Et tu sais, encore une fois, lui, je suis sûr qu'ils ont, on appelle ça le common fare pour les personnes qui ne mangent pas de viande derrière les murs de la prison ou dans les établissements pénitentiaires. Donc, très probablement, il suit le common fare pour ses repas, à moins qu'il n'ait changé son régime alimentaire. Mais il est très difficile d'acheter des choses à la cantine qui respectent un régime sans viande, surtout avec des aliments ultra transformés, riches en sucre et en sodium. Donc, il serait très intéressant de voir si l'argent qu'il dépense à la cantine est lié à la nourriture ou à d'autres articles qu'il pourrait acheter. Vous savez, en ce qui concerne le visionnage de films, le téléchargement de musique ou d'autres choses de ce genre, ou bien dépense-t-il cet argent pour payer d'autres personnes dans l'unité afin de s'assurer qu'il reste en sécurité pendant son incarcération dans l'établissement de sécurité maximale, là-bas dans l'Idaho? Dr. Hendricks, à quel point est-ce courant pour quelqu'un accusé, vous savez, d'un crime horrible et qui a plaidé coupable? Il a dit qu'il l'avait fait, maintenant il dit qu'il a été contraint, qu'on lui a fait de fausses promesses et qu'on lui a menti. À quel point est-ce courant qu'un détenu sorte de nulle part et dise je veux retirer mon plaidoyer de culpabilité et demander un procès? Est-ce fréquent selon votre expérience? Très courant. Et je sais qu'il connaît déjà le processus de passage par le système judiciaire. Donc, je suis presque certain que même lorsqu'il a accepté ce plaidoyer, il avait déjà en tête à un moment donné qu'il allait essayer de déposer une requête. Je peux vous dire, en tant que personne qui a pris sa retraite du service fédéral il y a 3 ans, que je traite encore différentes requêtes d'habeas corpus et des problèmes venant de détenus, de toutes sortes de questions, que ce soit lié à leur temps de détention, que ce soit lié à leur rémunération pendant qu'ils travaillaient, que ce soit lié, vous savez, aux problèmes liés au COVID, à la façon dont nous gérions nos établissements pendant cette période. Donc, c'est très courant. Et je suis sûr que le personnel juridique de l'établissement est pleinement conscient de ce qu'il essaie de faire, surtout lorsqu'il veut accéder à la bibliothèque juridique ou à ses documents juridiques. Ils doivent simplement suivre leur processus et leur procédure. Parce que, au final, pour moi, ce n'est pas seulement une question de lui accorder un nouveau procès, vous savez, et de revenir en arrière. Je crois aussi qu'il essaie de voir si le personnel là-bas peut commettre des erreurs. Ainsi, il pourra déposer des requêtes en habeas corpus contre eux dans le cadre de ce processus. Ainsi, il pourra finalement être retiré de cet établissement de haute sécurité et ou être placé dans une prison en dehors de l'État de l'Idaho. Il pourra ainsi être plus proche de sa famille et de ses amis dans l'État de Pennsylvanie. Donc, je pense qu'il a une stratégie plus large ici en ce qui concerne ses intentions. C'est tellement intéressant. Vous avez évoqué la possibilité d'une requête en habeas corpus. Parce que je dis ça depuis le début. Je pensais qu'il déposerait une requête en habeas corpus à un moment donné. Et que ce ne serait pas la dernière fois qu'on parlerait de lui après son plaidoyer de culpabilité. Donc, est-ce que tout cela prépare peut-être le terrain pour cette requête en habeas corpus? Parce que c'est un type de requête différent d'un simple recours post-condamnation. Oui, il cherche une sorte de faille pour sortir de cet établissement, soit pour aller dans un endroit avec un niveau de sécurité inférieur, là-bas dans l'Idaho, soit éventuellement pour être transféré dans une prison d'un autre État, plus près de sa famille. Et encore une fois, on appelle ces personnes-là des simulateurs. Ils ressemblent à un détenu qui simule et qui dépose constamment des plaintes et qui veille sans cesse à ce que le personnel fasse son travail. Parce qu'au final, s'il peut trouver le moindre problème dans ce qu'ils font, il va chercher un moyen d'essayer de sortir de cet établissement. Et comme je l'ai déjà dit, pour se rapprocher de sa famille
Et au final, ce qu'il cherche, c'est la liberté. Mais je pense qu'en ce moment, il essaie plus ou moins de poser les bases pour pouvoir sortir de cette unité J dans l'établissement de sécurité maximale là-bas dans l'Idaho. Eh bien, nous verrons comment cela va se dérouler. Nous en sommes à la première étape, je pense, ici avec cette demande de recours post-condamnation. Ils lui ont nommé un avocat, ou du moins le juge a ordonné qu'un avocat soit nommé. Donc nous allons voir comment tout cela va se dérouler. Merci beaucoup, Dr. Hendricks. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité. Passons maintenant à David Singleton. C'est un avocat qui a beaucoup travaillé sur des recours après condamnation dans le passé, et il est aussi professeur de droit à l'Université du District de Columbia. Donc David, merci beaucoup d'être avec nous. Antoinette, c'est un plaisir pour moi. Oui, ça fait longtemps, En alors effet. parlons-en un peu à propos de la requête de Brian Koberger pour un recours après condamnation. C'est un homme qui est allé au tribunal et a déclaré qu'il avait volontairement et en toute connaissance de cause renoncé à son droit à un procès. Il était d'accord avec ça. Il l'a fait. Quelles sont vos impressions maintenant qu'il a déposé cette requête? Eh bien, est-ce qu'il a une sacrée montagne à gravir? Ce serait comme si j'essayais de gravir le mont Everest pour la première fois sans corde ni oxygène. Ça va vraiment être très difficile pour lui. Et la raison, c'est que avant que le juge n'accepte son plaidoyer de culpabilité, le juge a procédé à ce qu'on appelle un interrogatoire préalable sur le plaidoyer. Et c'est là que le juge pose beaucoup de questions pour déterminer le caractère volontaire et éclairé du plaidoyer. Et en gros, c'est une façon pour le juge de rendre, si vous voulez, le plaidoyer inattaquable. Ainsi, elle ne sera pas vulnérable à un argument plus tard selon lequel elle aurait été involontaire. Donc, non seulement le juge, tout d'abord, a fait prêter serment à M. Koberger pour répondre à ces questions. Mais le juge a posé toute une série de questions comme êtes-vous satisfait de votre avocat? Êtes-vous satisfait de la façon dont il vous a conseillé? Les réponses à ces questions étaient oui. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à plaider coupable? La réponse à cela était non. Est-ce que quelqu'un vous a promis quelque chose d'autre que ce qui figure dans l'accord de plaider coupable proposé par l'accusation? La réponse était non. Donc le juge, de manière très attentive, a en quelque sorte fermé les portes de sortie que M. Koberger pourrait vouloir utiliser plus tard pour se dégager de l'accord de plaider coupable, comme dire que son avocat était incompétent. Il n'était pas satisfait des conseils de son avocat ou que l'avocat lui a fait des promesses qui, selon lui, n'ont pas été tenues. Donc, ce genre de questions va rendre les choses vraiment, vraiment difficiles pour M. Koberger s'il veut obtenir le retrait de son plaidoyer de culpabilité. Vous savez, il a dit que ses avocats, qu'il a qualifiés de fantastiques et excellents, c'est moi qui paraphrase. Vous savez, lors de l'échange avec le juge, il a surtout affirmé être satisfait de leur défense et de ce que vous avez évoqué. Mais il a dit qu'il l'avait en gros contraint. Ils ont dit que nous sommes allés dans le couloir de la mort. C'est horrible. Le peloton d'exécution vous attend. Vous savez, ça va être une victoire juridique. Est-ce qu'il a quelque chose, vous savez, sur quoi s'appuyer là-dessus? Parce qu'il dit essentiellement qu'il a été contraint de mentir et de faire de faux aveux. Et donc il dit que ses avocats lui ont essentiellement dit « Tu vas être exécuté par un peloton d'exécution. Tu dois accepter cet accord. » Eh bien, tout d'abord, je ne sais pas comment les avocats vont formuler leurs conseils, mais les avocats jouent aussi un rôle de conseiller. Et une partie de ce rôle consiste à conseiller le client sur les conséquences potentielles du plaidoyer de culpabilité. Et vous savez certainement, si M. Koberger avait été jugé et reconnu coupable, il aurait probablement été condamné à mort pour ses accusations passibles de la peine capitale. Et dans une affaire aussi médiatisée, j'aurais été choqué s'il n'avait pas été condamné à la peine de mort s'il avait été reconnu coupable après le procès. Donc je pense que c'est approprié pour les avocats. Je ne sais toujours pas ce qu'ils ont dit ni comment. Mais pour lui faire savoir à quoi il s'expose s'il ne plaide pas coupable. Maintenant, cela ne rend pas un plaidoyer involontaire. C'est
Vous savez, sans aller jusqu'à intimider quelqu'un, vous n'arriverez tout simplement pas à une situation où le tribunal dira qu'il s'agit d'un plaidoyer involontaire. Surtout lorsque le juge a demandé: est-ce que quelqu'un vous a forcé à faire cela? Et la réponse était non. C'est ça. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que je ne pense pas que cela surprenne qui que ce soit qui a suivi cette affaire de près. Je veux dire, je ne suis pas choquée qu'il fasse ça. J'avais vraiment le pressentiment qu'il allait faire quelque chose comme ça. Est-ce que cela met son accord de plaider coupable en danger? Parce que dans le cadre de cet accord, il a renoncé à tout droit d'appel. Donc, est-ce que l'État pourrait revenir et dire, tu sais quoi, mon gars, tu veux un procès? Faisons-le, car tu viens de violer les termes de l'accord. Je doute très sérieusement que l'État ferait ça. Maintenant, encore une fois, je ne parle pas au nom de l'État de l'Idaho, mais je pense qu'une partie de la raison du plaidoyer au départ, et je me rends compte qu'il y avait des désaccords au sein des familles des victimes à ce sujet. Mais une partie de la raison de faire cela, c'est que cela épargne au moins à certaines familles l'épreuve d'un procès où elles devraient revivre tout cela. Je pense que nous allons voir cela, même si je peux me tromper. Mais je pense que ce que nous allons voir, c'est l'État dire: non, non, Monsieur Koberger, vous avez tort. Ce plaidoyer n'est pas involontaire et ils vont, vous savez, contester cette demande de retrait du plaidoyer. C'est ce à quoi je m'attendrais. Mais tout peut arriver. Donc je vais attendre avec vous et voir ce qui se passe. Oui, nous attendons et nous regardons. Un avocat lui a été désigné, ou du moins le juge Hippler a signé une ordonnance disant que, vous savez, le service des avocats commis d'office doit lui désigner un avocat. Donc si ce dossier arrive sur votre bureau, David Singleton, vous avez déjà traité de nombreuses demandes en révision post-condamnation. Comment gérez-vous cela? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord en parler avec votre client. Discuter avec M. Koberger et essayer de comprendre, vous savez, ce qu'il affirme avoir été dit, avec plus de précision que ce qu'il a écrit. Et ensuite, vous discutez avec les avocats, vous menez une enquête, vous essayez de comprendre. Je veux dire, si vous êtes un avocat qui va représenter Monsieur Koberger, vous devez faire de votre mieux pour atteindre ses objectifs. Vous savez, cela dit, je pense que ça va être difficile pour lui, mais la personne qui sera nommée devra faire de son mieux pour enquêter sur ces allégations et ensuite essayer de l'aider s'il y a une base. J'ai couvert des affaires où vous avez travaillé pour faire sortir de prison des personnes qui avaient été condamnées et qui disaient avoir été condamnées à tort et qui étaient en réalité innocentes. Avez-vous déjà eu une affaire où un prévenu a conclu un accord de plaider coupable? Parce qu'il avait tellement peur d'être condamné à mort? Parce que la tension autour de l'affaire était si forte, les émotions étaient à vif et il y avait la crainte qu'il n'y ait jamais de procès équitable? Avez-vous déjà eu une affaire où un prévenu a plaidé coupable pour éviter cela, puis a obtenu gain de cause lors d'une requête en révision post-condamnation? Oui, j'en ai effectivement eu une dans notre ancien coin, le comté de Butler, dans l'Ohio. Et c'était pas une affaire très médiatisée au niveau national, mais dans le comté de Butler, elle était très médiatisée. Et notre cliente a été amenée à croire qu'elle allait recevoir la peine de mort. L'avocat a fait un travail horrible en la conseillant. Des années plus tard, nous avons demandé le retrait de son plaidoyer de culpabilité après le procès, ce qui est bien plus difficile. Que de demander à retirer son plaidoyer avant le prononcé de la peine. Nous l'avions déposé. Je suis désolé, j'ai dit après le procès. Nous avons demandé à retirer son plaidoyer de culpabilité après le prononcé de sa peine en raison d'une assistance défaillante de son avocat, car elle avait été induite en erreur au sujet de la peine de mort. Qui aurait pu être requise, mais ne l'a pas été. Et elle a pu obtenir une forme de réparation grâce à l'assistance défaillante de son avocat. Donc, ce n'est pas impossible. C'est juste difficile. Et ça a été un combat difficile dans cette affaire. Et nous n'avions pas affaire à la même ampleur des accusations auxquelles M. Koberger était confronté. Ce sera intéressant de voir comment cela se passe. J'espère que vous reviendrez en discuter avec nous. Merci beaucoup, David Singleton. Quand vous voulez, Annette.
Juge Hippler, vous vous souvenez de lui? Il a ordonné au service des avocats commis d'office de nommer un avocat pour Brian Kohberger dans ses démarches post-condamnation. Souvenez-vous, lisez le dossier complet de Brian Kohberger et sa demande post-condamnation sur notre nouvelle appli Law and Crime Plus. Allez y jeter un œil. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois.